prévu, c'est de continuer un peu sur des concepts de base par rapport à la météorologie. Et il y a une question qui est venue, qui était la force de Coriolis. Et donc, je vais peut-être vous en parler un tout petit peu. Voilà, c'est bon, vous voyez bien là? Oui. Ouais, ok. Donc, j'avais fait ce dessin. Et, en fait, oui, j'avais écrit un article dans la revue Montagne Magazine sur la météo de montagne. Et donc, cet article, je l'ai retrouvé et je vais vous le mettre en ligne. Comme ça, vous pourrez le lire. C'était 4 ou 5 ou 6 pages. C'était dans la rubrique pédagogie de la revue Montagne Magazine. Pendant plusieurs années, j'ai fait des articles dans cette revue. Et c'est toujours d'actualité, parce que la météo, ça n'a pas changé grand-chose. Les seules choses qui ont changé, c'est les outils de prévision, ce qu'on peut avoir sur Internet, qui est super évolué par rapport à ce que j'avais mis dans l'article. D'accord? Mais toutes les notions de base sont un peu vulgarisées, et je pense que ça peut être intéressant pour vous de le lire. Hein. Il se lit en une demi-heure. Je vous ai dit qu'il y avait une partie de la planète où il y a du froid, l'autre du chaud. Je vous ai dit qu'il y avait une zone de collision parce que les masses d'air, elles ont du mal à se mélanger. Je vous ai dit que ce front, il avait du mal à rester en ligne droite, il avait tendance à onduler. Que dans les ondulations, il y avait des zones où il y avait des rentrées d'air chaud qui montaient au-dessus de l'air froid. Je vous ai dit qu'à l'endroit où il y a des entrées d'air chaud qui vont au-dessus de l'air froid, eh bien, il y a ce qu'on appelle une dépression. Après, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit aussi que la tendance générale du vent, alors je vais remonter, je ne sais plus quel document j'avais utilisé. Voilà, la tendance générale du vent, c'est d'aller de la dépression vers la haute pression, de la haute pression vers la dépression. Je ne trouve plus, c'était dans un autre truc. Je vais peut-être ouvrir carrément. Je vais ouvrir Windy. Ça prend 2 secondes. Voilà. Je vais afficher ici les pressions. On a les vents et les pressions. On va trouver une dépression. Donc, je vous rappelle, les dépressions, elles sont en bleu. Alors, c'est dommage, il n'y en a pas une qui s'approche de la métropole. Donc, je vais zoomer sur celle-là, elle est très belle. OK. Voilà, il y en a une belle dépression. D'accord, avec la haute pression qui est ici. Bon, vous voyez bien les deux? Oui, on voit. Cette haute, là, vous voyez bien, non? C'est bon? Ouais, c'est bon, non? Vous avez... Oui, c'est bon. Ouais. Donc ici, dans les anticyclones, je vous avais dit anticyclone ou zone de haute pression. Je vous ai dit que les filets d'air et le vent tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre et que dans les dépressions, le vent tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, c'est le contraire dans l'hémisphère sud. Si vous allez en Amérique du Sud, ça sera le contraire. D'accord? Et ça, c'est tout l'hémisphère nord, c'est comme ça. Donc, je vous ai dit aussi que les filets d'air, ils avaient tendance à aller du plus de pression vers le moins de pression. Donc, en fait, les filets d'air, ils auraient une tendance à aller dans cette direction. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais faire une capture d'écran, puis je vais dessiner comme hier. Ici, à nouveau. Voilà, comme ça. Donc, si je dessine la tendance générale des filets d'air, c'est d'aller comme ça, pour aller combler la dépression. Ça semble très logique, ça. Hein. On a une montagne d'air qui va combler un trou d'air, en fait. Et ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'il y avait une force qui s'appelle la force de Coriolis, qui va perturber ça et qui va forcer tous les objets qui se déplacent, tous les corps qui se déplacent, toutes les particules d'air qui se déplacent dans l'hémisphère nord vont avoir tendance à être déviées à droite. Alors, je vais, parce que ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi, parce que c'est un peu mystérieux, ça s'appelle la force de Coriolis, et je vais vous montrer pourquoi ça fonctionne comme ça. Alors, j'enlève ça. On va revenir sur ce schéma-là, où il y a toute la planète, ici. Alors, la planète, elle tourne. D'accord? Le Soleil se lève à l'est, ça veut dire qu'elle tourne dans ce sens. J'ai mis une flèche ici. Et donc, ça illustre la vitesse de rotation. Nous, on est presque au niveau de l'équateur et on va à 1500, 1600 km/h. Je crois que c'est même 1800 à l'équateur. On se déplace plus vite que la vitesse du son, en fait, de l'ouest vers l'est. Donc ça, c'est lié à la rotation de la Terre. Donc toutes les 24 heures,
on se déplace de 40 000 km. Okay, ça, c'est tout simplement lié au fait que la Terre, elle tourne. Donc, si vous êtes à l'équateur, vous allez à 2000 km/h vers l'est. Vous avez une sacrée vitesse, hein, d'accord? Si vous êtes au pôle Nord, si vous êtes debout au pôle Nord, vous allez tourner sur vous-même à 0 km/h. Vous allez faire un tour par 24 heures. C'est normal parce que vous êtes sur l'axe de la Terre. C'est une toupie. Vous êtes sur cet axe. Donc, la logique, c'est que si vous êtes en train de voyager, on imagine une ligne de chemin de fer qui va directement de l'équateur au pôle Nord en ligne droite. Bon, c'est pas possible, mais ça fait rien. C'est possible quand même d'avoir des lignes de chemin de fer qui vont du nord au sud. Et vous allez passer, quand vous avez fait le trajet, vous achetez le billet, vous allez passer de 2000 km/h vers l'est à 0 km/h vers l'est. Donc, vous allez subir un ralentissement de 2000 km/h. Donc, si le train il met 3 heures, ben, pendant 3 heures, vous allez être ralenti, jusqu'à ce que vous vous retrouvez à 0. Vous allez passer de 2000 km/h à 0 en 3 heures. Alors, ce n'est pas une force qui est monstrueuse, mais elle suffit pour que, si on prend par exemple en métropole, c'est un endroit où cette force est quand même bien intense. Si on prend une ligne de chemin de fer qui va du nord vers le sud, du style Paris-Lyon, eh ben, les agents de la SNCF, quand ils prennent un pied à coulisse et qu'ils mesurent l'usure des rails sur le chemin de fer, eh ben, ils s'aperçoivent que le rail qui se trouve donc dévié à droite, qui se trouve à gauche, est plus usé que le rail qui se trouve à droite. D'accord ? Donc, le rail qui se trouve à l'ouest est plus usé que le rail qui se trouve à l'est. Tout simplement parce que le train, quand il va de Lyon à Paris ou de Paris à Lyon, soit il accélère, soit il ralentit en étant forcé sur le côté, tiré sur le côté. Alors, les particules d'air fonctionnent comme ça aussi. Elles se déplacent, ben là, ça va être un peu en direction du nord quand même. Donc, la particule d'air qui est ici, elle va à plusieurs centaines de kilomètres/heure vers l'est. Et ici, elle ira plus qu'à 100 km/h. Là, elle va à 300 km/h vers l'est. Là, elle ira à 100 km/h. Donc, sa vitesse de départ vers l'est, c'est ça, sur la planète. Et sa vitesse d'arrivée, c'est beaucoup plus petit. Donc, elle va être ralentie et elle va tourner à droite. Elle va être déviée vers la droite. Donc, une particule qui se déplace dans l'hémisphère nord, quand elle va d'un point à un autre en se déplaçant, et si elle n'est pas attachée à quelque chose, elle va avoir tendance à partir vers la droite. Et regardez ce que font les particules ici. Elles partent vers la droite. On est d'accord? Si je prends une particule qui va de ici à ici, elle ne va pas y aller en ligne droite, elle va être déviée à droite. Et on se retrouve avec un système de mise en rotation qui fait une sorte de tourbillon et avec la direction du vent qui est presque parallèle aux courbes de niveau d'isopression, de même pression. D'accord? Alors, quand il y a des lignes de pression qui sont très serrées, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent. Quand il y a des lignes de pression qui sont éloignées les unes des autres, ça veut dire qu'il y a peu de vent. Ici, il y a peu de vent. Et quand les lignes de pression sont très serrées, ici, par exemple, il y aura un vent assez important. D'accord? Donc, en fait, il y a même une formule qui permet de mesurer la distance entre deux lignes de pression et de calculer la vitesse du vent qui est attendue à cet endroit-là. Ça marche? Si vous prenez à la lecture d'une carte, si vous n'avez pas les petites flèches du vent comme elles sont dessinées ici, si vous avez simplement les courbes de niveau, je vais changer de modèle, je vais passer sur icône, comme ça on aura... Non, je vais passer sur... Je n'ai pas accès à... Ah. Hier, j'avais la possibilité d'accéder aux différents modèles. C'est assez spécial, ça. Bon, je voulais enlever les traits devant, mais j'y arrive pas. Ouais, j'enlève l'animation des parties. Ouais, ça y est, j'ai réussi. C'est là qu'on peut le faire. Donc, ici, il n'y a plus les flèches de vent. Donc, on essaye de se dire, bah, j'ai que cette carte-là et je vais essayer de me débrouiller pour voir quelle est la vitesse du vent. Eh bien, ici, les lignes sont serrées, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent. Ici, c'est un endroit où il n'y aura pas beaucoup de vent. Tous les endroits, notamment autour des anticyclones, c'est des endroits où c'est la pétole pour les marins, il n'y a pas beaucoup de vent.
D'accord? Et dès que les courbes de niveau se resserrent, il y a plus de vent. Vous comprenez le principe? Si vous faites l'analogie avec une carte, c'est qu'ici, on a une montagne, donc comme un volcan. Et ici, on a une cuvette, comme une doline, dans une carte de randonnée. Ça marche? Donc le vent, il va aller dans cette direction-là. Et quelle est la direction du vent, en fait, par rapport à ça? Alors, je vais faire une petite capture d'écran, puis je vais la dessiner. Voilà. OK. Donc là, vous voyez, le vent, il devrait aller de là à là, mais comme il est dévié, en fait, si vous prenez la tangente à une courbe de niveau, c'est quelque chose qui sert bien en orientation, ça, ici, eh bien, en fait, le vent, il va avoir tendance à rentrer un petit peu. Donc ici, à cet endroit-là, le vent, il va aller en direction du centre de la dépression et il va rentrer un tout petit peu à l'intérieur. Donc ici, si je regarde et que je rajoute les flèches de vent, on s'aperçoit que en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les flèches de vent, la direction du vent, elle est presque parallèle. Ici, elle est presque parallèle aux courbes de niveau, mais elle est un peu rentrante parce qu'il faut bien un moment que les particules d'air, elles aillent combler la dépression. Ça marche? Donc, vous comprenez pourquoi le vent tourne autour des dépressions et des anticyclones à cause de la force de Coriolis, qui est simplement un ralentissement parce qu'on change de vitesse sur la planète, et puis que quand ça finit en tourbillon, comme ça, que ça s'accélère, eh bien, les particules sont presque parallèles, ça ne paraît pas très logique, mais aux courbes d'isopression. OK? Ça marche? Donc, en lisant simplement les courbes de niveau sur une carte, vous pouvez savoir quelle va être la vitesse du vent et quelle va être sa direction, avec très peu d'erreurs possibles. OK? Bon, ce qui est pratique, c'est que maintenant, on a des logiciels qui permettent d'afficher directement l'ensemble et vous avez la solution de problème tout de suite. Vous pouvez même avancer dans le temps pour aller voir demain, après-demain, comment ça va être. D'accord? C'est quand même vachement plus pratique qu'il y a 20 ans ou 30 ans quand il fallait interpréter les cartes météo. Est-ce que c'est bon pour ça? Pour la force de Coriolis et puis les histoires de... Alors, je passe à autre chose. Je voudrais qu'on vous parle un petit peu de la météo tropicale et notamment des ondes. Alors, les fronts, on va peut-être laisser tomber. J'en ai déjà pas mal parlé. On n'aura pas le temps d'aller bien plus loin. Il y a des exercices là. Bon, c'est pas grave. Je vais ouvrir le fichier qui correspond aux ondes tropicales que j'ai ouvert tout à l'heure. Hop. Ici. Bon, j'arrive plus à le trouver, je vais le rouvrir, ce sera plus simple. Alors, les ondes. Voilà. C'est bon, vous voyez? Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des tropiques, globalement, quand on est au niveau des tropiques, on est au sud d'une zone d'anticyclone. Tout ça, c'est des anticyclones. D'accord? Ici, il y a l'équateur, par là. Ici, il y a une zone d'anticyclone qui se trouve dans l'hémisphère sud, anticyclone de Sainte-Hélène pour votre culture dans l'Atlantique Sud, et anticyclone, vous avez dit quoi la dernière fois? Des Açores. Ici, des Açores, oui, voilà. Voilà. Alors, parfois, l'anticyclone des Açores, il prend beaucoup de place. Du style, là, par exemple, vous voyez, il y a un deuxième anticyclone qui est au large de New York, enfin, même plus au nord. Et entre les deux, donc c'est deux grosses collines de haute pression, entre les deux, il y a un petit col ici. D'accord? Les cols, c'est des endroits où il y a une dépression relative. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un endroit où il y a un anticyclone. Ici, c'est haute pression. Mais il y a moins de pression ici au niveau du col que ici. Vous le voyez, le col? Ça marche pour tout le monde, oui. ça? Ouais, oui, je vois le col. Là. Alors, au sud de l'anticyclone, on a du vent d'est qui correspond à ce qu'on appelle les alizés. Et comme il y a toujours un anticyclone plus au nord de la Guadeloupe, il y a toujours du vent d'est, ou presque toujours. 90% du temps, c'est du vent d'est. Et si vous regardez ici au niveau du col, et si vous regardez en dessous du col, on a ici une zone qui est avec des inflexions des courbes de niveau, comme ça. On appelle ça une vallée ou un talweg. Si vous êtes en montagne, ici, ça va être un talweg. Je vais enlever les animations de particules. Et donc ici, vous voyez bien le col, et puis il y a une vallée qui descend ici. Alors si c'était une montagne, ici, il y aurait une petite rivière qui descend.
On voit même qu'ici, on a l'amorce de ce col, il y a une logique ici. Ah, c'est ténu, hein, c'est pas toujours facile. Hein. Ici, on a un deuxième col, enfin, on a un deuxième trou ici, avec un col ici. Et donc, c'est une zone qui est une zone de plus basse pression relative. Alors, sur les zones tropicales, il suffit qu'il y ait une petite inflexion du vent et des courbes de niveau. Eh bien, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une onde tropicale. Des fois, c'est quasiment pas visible. D'accord? Des fois, c'est très, très faible. Ici, par exemple, on a une onde tropicale qui va être ici. On a une zone dépressionnaire qui est en train de se former, qui est peut-être un cyclone en formation pour le futur. Et ici, vous voyez, on devine ici qu'il y a une petite inflexion de la direction du vent. Ici, on a une crête, c'est une arête de haute pression. Et à droite et à gauche de cette crête, on a deux endroits où c'est un peu creux, et ça sera deux ondes tropicales. Comment font les météorologues pour savoir s'il y a une onde tropicale? Parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de nuages autour d'une onde tropicale. Là, je vais afficher les nuages, vous allez voir. Je vais afficher les nuages. Ici, tous les nuages. Alors, on va afficher que les nuages bas, parce que ça sera peut-être plus facile. Ouais, bon, c'est pas très marquant. Et vous apercevez bien qu'au niveau du talweg ici, et plutôt à droite du talweg, vous avez une zone de nuages qui correspond au mauvais temps de l'onde. Cette onde, elle va arriver dans, je vous ai dit qu'il fallait 6-7 jours pour que ça arrive ici, donc dans 2 jours et demi, elle est là. On est vendredi, dimanche soir, on va avoir un peu de mauvais temps. Peut-être beaucoup si jamais ici, quelque chose se met en rotation. OK? Alors regardez, je vous le dis, dimanche, hop, le talweg, il va être ici, au niveau de la Guadeloupe, il aura avancé à peu près de ce qu'il fallait. Et ici, on a quelque chose qui aurait pu être inquiétant et qui va peut-être plus tard se transformer en cyclone. Ça marche? Vous comprenez le truc? Si je vais sur la carte de NOAA, alors NOAA, on devrait y arriver. Et on va rentrer sur le site. Non, là, c'est les images. Oh putain. Non, il vaut mieux que je passe par. Oui. Ouais. Quand tu parles de talweg, c'est dans le terme. Oui, c'est le même terme. Comment dire ça? Pour mieux visualiser, le talweg, c'est sur ce que tu viens de nous montrer là. C'est pas parce qu'en fait, ça porte un peu à confusion dans ma tête parce qu'on nous parle de talweg aussi en randonnée, mais c'est bien. L'aspect plus en montagne, en fait, le talweg entre deux montagnes. Oui, là, c'est entre deux montagnes de haute pression, entre deux montagnes d'air. Tu peux avoir un col, qui est une zone de dépression relative, et tu peux avoir un talweg, une vallée qui part au nord ou au sud du col, généralement des deux côtés. D'accord? Et donc, voilà, tout simplement. Là, vous voyez ici, on a l'extrait de NOAA aujourd'hui. On voit que même ici, ils mettent une petite croix. Ils disent on va s'inquiéter un petit peu quand même, on va surveiller ce truc-là. Et je vous ai dit aussi qu'il y avait certainement une deuxième onde tropicale qui était ici. Ils ont mis une deuxième croix. Donc, ce qui veut dire qu'en regardant simplement cette carte-là, on peut deviner, mais c'est très ténu, qu'ici, il y a un talweg et qu'ici, il y en a un autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en lisant une carte météo simplement avec les courbes de niveau, sans même mettre les nuages, ni les flèches de vent, ni rien, à un moment donné, donc je vais revenir sur aujourd'hui, eh bien, les météorologues de NOAA, ils se sont dit, bon là, déjà là, il y a une dépression relative, et puis en même temps, on voit qu'il y a un talweg qui est associé, et ici, il y a une deuxième dépression relative, avec un talweg qui va rejoindre le creux entre les deux anticyclones. Donc, ils ont mis une croix ici en disant on surveille cette onde tropicale-là, et là, il y a une deuxième onde tropicale en formation qu'on surveille aussi. Et il y a une troisième onde tropicale qui est ici, mais qui est en train de passer. D'accord? En fait, elle est associée, cette onde tropicale, elle est associée à cette dépression, ici. D'accord? Voilà, ici, ça donne un truc qui est un peu sinusoïdal, là, mais là, tout ça, c'est une zone de basse pression. Donc, on voit qu'ici, il fait mauvais. Il y a plein de nuages. Ici, il y a plein de nuages, et notamment, vous voyez qu'ils sont un peu plus élevés, ils sont un peu plus de développement vertical. Et ici aussi. Alors, si je reviens sur mon petit QCM, en fait, c'est mon petit diaporama.
Ici, donc on s'aperçoit qu'il y a ils appellent ça des frondes alizées, en fait. C'est des zones d'inflexion du vent dans les alizés qui vont générer des ondes tropicales. Donc là, on a l'anticyclone des Açores. Ici, c'est celui qui est sur les États-Unis au large de New York. Et entre, eh ben, il y a un front. Et à droite, il y a un front. C'est exactement la situation que je vous ai décrite en regardant. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est révélateur. Donc là, c'est le 12 octobre 2005. Ici, on avait donc deux zones tropicales et ici une dépression. Et il y a une autre onde tropicale qui partait sur le Pacifique. Avec, vous voyez, ici, une zone de haute pression. D'accord? Height, donc qui est un anticyclone. Pour votre culture et par rapport au nom qu'on utilise pour qualifier les centres d'action, parce qu'un anticyclone, une dépression, on appelle ça un centre d'action. C'est une sorte d'objet conceptuel qui est un centre d'action. Si sur une carte, vous voyez des petits tirets comme ça veut dire qu'en fait, il y a une crête de pression, de haute pression, et on appelle ça une dorsale. C'est des mots qu'il faut apprendre. Donc si ici, alors je vais revenir ici, on va avoir l'anticyclone. Et est-ce qu'il y a un document qui puisse nous permettre d'avoir déjà la définition de chaque terme, en fait? Oui, alors dans les cours, je vous ai mis le lien vers les cours météo et j'ai mis tous les diaporamas où il y a aussi des cartes, des listes avec les définitions les mots principaux. D'accord? J'ai fait un lexique, en fait. Et il y est dedans, je vous l'ai mis hier ou avant-hier, je me rappelle. Ok. Bon, en fait, vous n'avez pas grand-chose à retenir. Anticyclone, dépression. D'accord? Ça, c'est pas compliqué. Entre deux zones de haute pression, deux anticyclones, on peut avoir un col. Quand il y a une vallée de basse pression ici, eh ben, ça s'appelle un talweg. Et puis les endroits où il y a des trous, il y a une basse pression qui est relativement importante, ça s'appelle une dépression. Donc là, c'est pas mal. Quand il y a des zones de collision entre masses d'air, par exemple ici, si je zoome un petit peu, on s'aperçoit qu'ici, vous avez une rue de nuages, une grande bande de nuages qui va venir s'enrouler autour de la dépression qui est au large du Groenland. Ça marche? Vous les voyez, ces nuages-là qui s'enroulent? Alors, je vais afficher l'animation des particules. Oui, je vois, oui. Ouais. Donc, si j'enlève les particules ici, on voit bien qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un truc qui s'enroule là. OK? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'air chaud qui remonte ici et qui rentre en collision avec l'air froid. Et on se retrouve avec ce que je vous ai montré sur la carte générale. J'ai un peu du mal là parce que j'ai 50 trucs ouverts. La carte générale où j'avais dessiné les différentes, le front polaire en fait. Donc en fait, ici il fait froid, ici il fait chaud, et là il y a de l'air chaud qui rentre en coin dans de l'air froid, et il se passe des trucs, notamment une dépression, parce que l'air chaud qui rentre ici est plus léger que l'air qui est autour, et ça crée une dépression. D'accord? Cette dépression, comme il y a des déplacements d'air pour combler cette dépression, ben, l'air va aller dans la dépression et ça se met à tourner. Si j'affiche les particules, on s'aperçoit bien que ça tourne autour de la dépression. Bon, là, ça tourne un peu carré, hein. Et donc, ça veut dire que l'air chaud qui vient du sud, ici, va rentrer en collision avec de l'air froid qui descend du nord. Regardez, là, il y a de l'air froid qui descend le long du Groenland, bien glacé, bien froid. Il vient du pôle Nord, ce truc-là. Et c'est de l'air bien froid qui rentre ici et qui arrive avec une grosse différence de température en contact avec de l'air qui est chaud chaud tropical humide. Et ici, c'est le bazar, c'est-à-dire que l'air froid va rentrer sous l'air chaud va monter au-dessus, et donc il va y avoir des gros nuages, de la pluie, et comme en plus il y a du déplacement d'air, il y aura du vent. Donc on se retrouve dans ce qu'on appelle une perturbation atmosphérique, c'est un endroit où il va pleuvoir, il va faire mauvais, il y aura de la foudre, etc. Mais moi j'ai une petite question. Oui. Dans l'océan Indien et dans l'Atlantique, du coup, les phénomènes pour amener jusqu'à un cyclone, c'est la même chose? Oui, c'est globalement la même chose, sachant que l'océan Indien est, bon, il n'est pas petit, mais il est plus perturbé par des continents, notamment l'Inde. Donc, il y a des phénomènes de mousson et des choses comme ça qui complexifient un peu le truc. Mais si vous regardez dans le Pacifique, ici, là, j'affiche le Pacifique,
on a des dépressions qui vont avec un système d'alizé, ici, alizé de nord-est, et vous voyez qu'ici, il y a des trucs qui se mettent en rotation, qui sont des phénomènes qui peuvent tourner au cyclone. D'accord? Ici, ça peut tourner, ça peut devenir un cyclone. Ici aussi. Donc, en fait, il y a des systèmes d'ondes tropicales, d'accord? Et qui se répartissent. Il y en a 5 ou 6 sur le Pacifique et il y en a 3 ou 4 sur l'Atlantique, en général sur la période cyclonique. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, je vais le mettre là. Ici, ondes. Donc là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, où vous avez des ondes tropicales régulières, bien espacées. Globalement, on a, en période cyclonique, un peu plus de 2 ondes par semaine. Une onde tous les 3 jours et demi. Comme sur une onde, ça donne 1 jour et demi de mauvais temps, en fait, on n'a quand même qu'une journée de beau temps et 2 jours qui sont liés à une onde, quoi. Okay, donc, on a une alternance de temps où on est dans de l'air humide qui va rentrer dans une île, qui va monter sur un volcan, il y aura de la pluie au sommet du volcan et tout, mais ce n'est pas trop grave. Et puis après, il y aura 1 ou 2 jours où il peut y avoir du mauvais temps avec de la foudre, avec des choses qui sont plus dangereuses, et puis des crues éventuelles parce qu'il va pleuvoir plus. D'accord? Et sur les reliefs, la Soufrière, c'est 10 mètres d'eau par an en Guadeloupe, et puis bon, la Pelée, c'est un peu la même chose. Il est évident qu'en période d'onde tropicale, il faut réfléchir avant d'organiser une randonnée où il y a besoin de traverser une rivière, parce qu'on n'est pas certain de la traverser. Okay, donc il y a des mesures à prendre en termes de sécurisation d'une randonnée, sur les choix d'itinéraires, sur les itinéraires de réchappe, sur l'engagement que ça va donner si jamais il y a une crue, on peut faire demi-tour, on ne va pas pouvoir traverser, etc., etc. Et puis sur les crêtes, vous pouvez avoir de la foudre. Hein. Des fois, c'est assez sportif quand même, donc il faut faire un peu attention. Sinon, il fait chaud, il fait beau, enfin, il fait mauvais, mais il pleut, et en fait, c'est même pas mal, on est sous les tropiques. Hein. La pluie, elle n'est jamais très, très froide. Hein. Il suffit de s'habiller un petit peu, et puis c'est pas trop grave. Vous n'allez pas avoir des clients qui vont mourir de froid, quoi. Hein, s'ils ont le minimum de vêtements. Vous avez compris l'histoire aussi de la dorsale. C'est un endroit où l'anticyclone, il tient un peu plus de place. Il étend ses bras musclés, il y a une crête, en fait, de haute pression, et ça s'appelle une dorsale. Donc, quand on regarde un anticyclone, pensez bien à regarder les dorsales qui sont associées à l'anticyclone. Ça, c'est important. Je vais revenir sur Windy. Il faut que j'arrête d'ouvrir les fenêtres parce que je ne vais plus y arriver. Donc, en fait, on peut imaginer ici, d'accord, ici anticyclone, et ici, c'est une dorsale, en fait, entre les deux anticyclones. Hein. D'accord. Après, un anticyclone, il n'est jamais tout à fait rond. Il est toujours un peu ovale ou un peu triangulaire. Et dans ce cas, de chaque côté, eh bien, il y a une extension de l'anticyclone qui correspond à ce qu'on appelle une dorsale. Je vais essayer de vous trouver une dorsale, un exemple de dorsale ailleurs. Je vais enlever les animations de particules. Alors, voilà, ici on a un anticyclone. Alors, je ne sais pas où c'est, on est au-dessus d'un continent, on doit être en Asie. Et on a une dorsale ici qui part vers le nord. En fait, c'est une crête. Si ça, c'est une montagne, ça, c'est une crête, ça s'appelle une dorsale. Et donc, c'est une zone de beau temps, en fait. C'est une zone où c'est assez tranquille. Et puis, vers le sud aussi, il y a une dorsale qui fait la liaison, d'ailleurs, avec un deuxième anticyclone. Donc, ici, on a un col. Alors, vous, comme exercice, pour essayer de mieux comprendre, c'est de faire ce que je fais. Vous prenez Windy, puis vous baladez sur la planète, vous changez les affichages. Vous dites, bon, là, a priori, il devrait y avoir des nuages. Vous vérifiez. Ah merde, il n'y a pas de nuages parce que je n'ai pas bien compris le truc. Ici, si je vous mets cette partie-là, ici, on a une dépression qui est au-dessus de la Russie. Et ici, regardez, on a un canyon, un talweg. C'est une zone où potentiellement il y aura plus de mauvais temps. Et on s'aperçoit qu'il y a un front qui est associé ici, avec des nuages. Il ne manquerait plus qu'une chose sur ces logiciels-là, c'est d'afficher la position des fronts automatiquement. Ça serait super. S'ils pouvaient faire ça, ça serait vraiment super. Parce qu'on pourrait vraiment avoir toutes les interprétations. Ici, on est au large du Japon, un peu au nord, et on a quelque chose qui est une tempête tropicale, mais qui est en train de monter beaucoup, parce qu'on est loin au nord quand même, mais ici, il y a des vents qui sont terriblement puissants. D'accord? Ça, c'est un cyclone qui est remonté. Si on pouvait venir sur il y a 2 jours, je pense qu'il était plus au sud. Là, je reviens un petit peu en arrière, oui, il était plus au sud. En fait, ici, il y a eu un cyclone et qui s'est formé au large et qui remonte en direction du détroit de Bering. Regardez comme elle est belle, cette dépression. Là, on voit bien, il y a un front avec une remontée d'air chaud
qui va s'enrouler ici. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dit et qui correspond à la frontologie. Où est-ce que je peux trouver un visuel qui explique ça? Je vais vous le dire comme ça. C'est que quand vous avez un coin d'air chaud, elle est belle cette dépression, je vais faire une capture d'écran pour dessiner dessus. Attendez, donne-moi 2 secondes. Ici, là, on a une belle dépression qui est très, très caractéristique. Donc, sur cette dépression, on voit qu'ici, il y a une remontée d'air chaud. Ça marche? Qui va générer des vents importants. Vous pouvez lire au centre de la dépression quelle est la profondeur du trou. 988. Alors, c'est des hectopascales. En fait, c'est très bas, ça. C'est-à-dire, en dessous de 990, ça donne des tempêtes qui sont assez conséquentes. D'accord? Alors, les cyclones, ça peut descendre à beaucoup plus bas encore en pression, hein, mais ça, c'est particulier aux cyclones. Ici, vous avez un anticyclone à 1028. D'accord? Et la moyenne, c'est 1015. OK, donc on est plutôt ici. Ça, c'est la pression moyenne sur la planète. Donc ici, c'est de la dépression et là, c'est de l'anticyclone. Ça marche? Donc ici, on a une rentrée d'air chaud qui va remonter et qui va rentrer en collision avec de l'air froid. Alors, si je dessine la masse d'air froid, je vais essayer de faire un peu au pif, hein, on va essayer de faire les choses. Alors, je vais surligner, je n'ai pas la couleur, comment je faisais les couleurs du stylet? Ici, on va mettre un stylet bleu pour l'air froid. En fait, l'idée, c'est qu'ici, il y a du vent qui va dans cette direction-là, et qu'il y a de l'air froid, donc qui vient du nord. Donc ici, globalement, tout ce qui est ici, là, ça, c'est de l'air froid. On est bien d'accord? On pourrait imaginer qu'il y a une masse d'air froid qui descend du nord. Alors là, ça vient jusqu'ici, hein, carrément. Donc cette masse d'air froid, elle va rentrer en collision avec de l'air chaud. Alors là, je vais le redessiner avec du rouge. Et donc ici, on a de l'air chaud, un grand coin d'air chaud qui a tendance à remonter et qui va rentrer ici en collision avec l'air froid. Et ça s'appelle une zone de front. D'accord? Donc je vais mettre en stylet noir la zone de front. Pour moi, ici, il y a un front. D'accord? Alors, savoir s'il est chaud ou froid, comment on va savoir, d'après vous? Là, c'est de l'air froid qui va rentrer sous de l'air chaud. On appelle ça un front froid. De l'air froid qui rentre sous de l'air chaud, c'est un front froid. Donc ici, si je suis météorologue, je vais dessiner des piquants, parce que c'est froid. Et je vais le dessiner plutôt en bleu, si dans les conventions. Et puis ici, le coin d'air chaud, il va arriver ici, il va rentrer en collision avec de l'air qui est plus froid, et ça va être un front. Ici, il y a un deuxième front, d'accord, qui va être un front dit chaud. Et je vais le dessiner en faisant des petits ronds. Et les petits ronds sont dans le sens, et les petites pointes, elles sont dans le sens où tout ça se déplace, parce que tout ce système-là va se déplacer vers la droite. Tout ça, ça se déplace dans cette direction-là, dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère sud, ça se déplace de la même manière vers la droite, de l'ouest vers l'est. Ça, c'est lié à la rotation de la Terre. D'accord? Dans l'hémisphère sud, ça tourne dans l'autre sens. Donc ça, bon là, je ne sais pas si je pourrais trouver en 2 clics de souris, mais je suis presque sûr qu'à un chouïa après, les fronts, ils sont là où je les ai dessinés. Alors, ce qui se passe, au bout d'un moment, c'est que ce coin d'air chaud ici, toute cette masse d'air chaud, elle entre en collision avec son front froid et son front chaud associés, et elle va avoir tendance à remonter. Et comme l'air chaud, c'est léger, à un moment, elle va monter au-dessus de l'air froid qui est au-dessus, et donc elle ne va plus être au sol. Au sol, il n'y aura plus d'air chaud, il n'y aura que de l'air froid. On appelle ça un front occlus. D'accord? C'est une occlusion. Alors que dans les bulletins météo, le météorologue il va vous parler d'occlusion. Et si je veux dessiner ça, ici, on va prendre un stylet noir pour dire ça. Eh bien ici, hop, les deux fronts vont se réunir, et ici je vais avoir ce qu'on appelle une occlusion. Et donc en fait, les occlusions, on les dessine avec des petits ronds et puis des petits piquants. C'est la représentation sur les cartes météo. Ça marche? Et donc l'occlusion, c'est quand les deux fronts se rencontrent.
Ouais, en fait, les deux fronts vont au niveau du sol, parce que la carte, elle dessine les choses au niveau du sol. Au niveau du sol, les fronts vont se rencontrer. Par contre, au-dessus, en altitude, il va y avoir un paquet d'air chaud qui va traîner au-dessus et qui continue à participer à la collision et au mauvais temps. Sous un front occlus, il y a du mauvais temps. Ce n'est pas les mêmes nuages, mais c'est quand même des nuages importants qui vont générer de la pluie, etc. OK? Alors, ce n'est pas toujours aussi simple, hein, et puis il peut y avoir plusieurs lignes de front avec des fronts intermédiaires, parce qu'il y a des masses d'air, il y a plusieurs masses d'air, ça ne se mélange pas tout très bien. Donc, il peut y avoir plusieurs étages de masses d'air. Ça marche. Vous voyez qu'en s'amusant à dessiner, on arrive à retrouver quelque chose. Si on sort la carte des fronts sur ce secteur-là, à peu de choses près, je ne me suis pas trompé. Parce que là où il y a le front, il y a la zone des nuages. D'accord? Hein, on voit les nuages nous marquent le front ici. Ok, bon, on n'a pas de chance sur l'Atlantique aujourd'hui. Ce n'est pas très caractéristique parce que les dépressions sont très, très au nord. Donc, on n'a pas une dépression atlantique de base. On a l'anticyclone qui est carrément à la latitude de New York, la Bretagne. Donc, c'est une grande zone de beau temps sur l'Atlantique au niveau des zones tempérées. Ok. Il y a aussi une chose que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle la zone intertropicale de convergence. Alors là, je vais afficher tous les nuages, ou les nuages d'altitude peut-être. Nuages. Nuages bas, base des nuages, visibilité, vague. Bon, tous les nuages, allez. Alors là, si on affiche tous les nuages sur la planète, on s'aperçoit qu'il y a des nuages. Sous les nuages, il pleut, c'est un petit peu un problème, d'accord? Donc, il y a des nuages au niveau des perturbations, des dépressions, et au niveau des fronts qui sont associés aux dépressions. C'est des zones de mauvais temps. Pour l'accompagnateur qui est en métropole, c'est clair qu'on sait exactement à quel moment vont arriver les nuages, quel type de nuages il va y avoir. À 2-3 heures près, on sait quand il va pleuvoir. C'est vraiment très, très précis. Hein. Surtout si vous prenez le modèle précis à maille fine Arome. D'accord? Afficher, si possible, des sites qui utilisent le modèle Arome. Ensuite, il y a des nuages autour des montagnes. À chaque fois qu'il y a des montagnes, on va se retrouver avec des zones où il y a plus de nuages. Ici, Cordillère des Andes, ici, vous voyez, au niveau de la cordillère, du McKinley, etc., il y a plus de nuages. Même si, globalement, il ne se passe pas grand-chose, on est a un anticyclone et tout, on a des endroits avec des nuages. Ça se confirme parce qu'il y a élévation de la masse d'air. Et si vous zoomez, sur la Guadeloupe et la Martinique, il y a des nuages, même s'il n'y a pas beaucoup de nuages à côté. D'accord? Donc, il y a de la pluie. Et un autre endroit où il y a de la pluie et des nuages, c'est l'endroit qui s'appelle la zone intertropicale de convergence. Alors, je vais afficher l'animation des particules, ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les alizés dits de nord-est et les alizés dits de sud-est qui vont se rejoindre. En fait, c'est exactement la même chose, mais c'est dans l'hémisphère sud. Vous imaginez que ici, c'est une masse d'air très chaude, très humide, qui va un petit peu en direction du nord, et les alizés de nord-est, c'est tout ce qu'il y a sur l'Atlantique, c'est des alizés qui vont avoir tendance à descendre un petit peu vers le sud. Ces deux énormes masses d'air très chaud vont rentrer en collision. D'accord? Elles entrent en collision au niveau de la zone intertropicale de convergence. Ça s'appelle la ZIC. Je ne sais pas si vous avez vu des cartes météo, il y a écrit ZIC. Et donc, ça veut dire zone intertropicale de convergence. ITZ aussi en anglais, c'est Intertropical Zone ITZ sur les cartes américaines. Cette zone intertropicale de convergence, c'est un endroit où il y a des gros nuages. Alors les marins appelaient ça le poteau noir. C'est un endroit où en fait les alizés, ils ont tendance à... C'est un peu des endroits où il n'y a pas beaucoup de vent. Bon là c'est un mauvais exemple parce qu'en ce moment il y a beaucoup de vent au niveau du poteau noir. Mais les bateaux, ils avaient du mal, les bateaux à voile avaient du mal à passer cette zone parce qu'ils se retrouvaient des fois piégés 15 jours, 3 semaines avec très peu de vent. En période cyclonique, donc en période estivale hémisphère nord, cette zone intertropicale de convergence a tendance à remonter vers le nord. À chaque fois qu'il y a les saisons, en hiver, la zone intertropicale va descendre, elle va se retrouver sur Cayenne, etc. Donc, il y aura la période des pluies au niveau de la Guyane, par exemple. Et la période sèche au niveau de la Guyane, c'est quand la zone intertropicale ne touche pas la Guyane. Donc, retenez une chose, c'est que nous, en Guadeloupe, on est à 16 degrés de latitude nord et que la zone intertropicale de convergence nous concerne dans les périodes fortes de la saison cyclonique, au mois d'août, septembre.
La zone intertropicale remonte bien. Donc, on peut avoir du mauvais temps quasi permanent, avec des pluies qui sont constantes, parce qu'on est en période humide et on est concerné directement par la zone intertropicale, même s'il n'y a pas d'ondes. Donc, même hors des ondes, on se retrouve quand même avec des nuages qui peuvent se former et qui donnent de la pluie. Hein, c'est pour ça que... Par contre, en période de carême, la zone intertropicale de convergence qui est ici, elle va descendre ici. Et nous, on va se retrouver que dans les alizés. Ceux qui font de la planche à voile, ils sont tout contents parce que, ou de la voile, c'est que le cadeau de Noël, c'est les alizés qui rentrent et qui restent constants, sans panne d'alizés, pendant plusieurs mois, avec une force de vent qui est importante. D'accord? Ça marche? Vous comprenez un peu les systèmes par rapport à ça? Donc, vous, ce qu'il faut, c'est que vous soyez capable de prendre la météo. Pour la météo, la veille de la rando ou 3 heures avant la rando, qu'est-ce qu'on fait? On prend n'importe quel logiciel qui permette d'afficher tout ça. On prend NOAA et la prévision des positions des ondes, etc., avec les publications de Météo France. Ça, c'est sûr, il faut lire ça avant d'organiser sa rando. Et puis surtout, ce que vous allez faire, c'est que vous allez afficher ici le radar météo. Et vous allez afficher les endroits où il y a des nuages qui posent problème et qui peuvent générer de la convection, des nuages à développement vertical. Et sur le radar, c'est assez simple, ils apparaissent de manière colorée. Là, si par exemple j'ai une rando à organiser cet après-midi, je sais que j'aurai quasiment pas de pluie, je ne serai pas embêté. Il y aura peut-être des nuages de haute altitude, mais je ne serai pas embêté. Vous pouvez aussi déclencher une animation sur 1 heure. Et dans cette animation, vous allez pouvoir mettre en évidence les déplacements des nuages, donc la direction générale de l'alizé, des nuages de basse altitude. Et vous savez que, par exemple, ce grain, alors là, on va se mettre ici. Regardez, je vais carrément faire un système ici. On va prendre ce grain ici. D'accord? Donc, je vais essayer de mémoriser un peu l'endroit où il est. Ensuite, je vais voir où il se trouve quand il avance, quand ça avance. Donc, il avance par là. Là. Là, donc là, en fait, ce grain, ici, il part plutôt vers l'ouest. Et ici, cette zone-là va avoir tendance à venir ici. Donc, voilà, si on était ici, par exemple, on sait que ce grain il va nous venir dessus dans une demi-heure. Donc, ma femme, elle fait une séance d'aquagym, elle regarde ça juste avant de partir, elle sait si elle aura de la pluie pendant sa séance. Elle le sait. D'accord? C'est une heure avant, on sait exactement ce qui se passe. OK? Pour les gens qui vont avoir une rivière à traverser, si vous avez le téléphone qui passe, vous prenez ça, vous avez le radar, et vous savez s'il pleut sur le sommet au-dessus. Hein, on peut avoir des informations en temps réel si on a Internet, c'est vraiment super pratique. Une deuxième chose que vous pouvez afficher, c'est ce qu'on appelle le satellite. Donc là, c'est les images réelles satellites en temps réel. Alors, vous avez les nuages en journée, vous avez les nuages qui sont blancs quand ils sont en haute altitude et un petit peu plus gris quand ils sont en basse altitude. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est afficher, alors en visible, on a 2 couleurs de nuages, ceux qui sont très hauts et ceux qui sont bas sont orangés et ceux qui sont très hauts sont froids, c'est des nuages de glace, ils sont blancs. Et vous pouvez aussi afficher la quantité d'énergie qu'il y a dans les nuages avec l'aspect infrarouge. On s'aperçoit qu'ici, il n'y a qu'au sud de Porto Rico où il y a vraiment un truc qui est embêtant, où il y a vraiment de la pluie, et puis un petit peu ici. D'accord? Donc là, si j'affiche les nuages en infrarouge, on retrouve bien nos 2 zones tropicales qui sont ici, avec 2 croix que les météorologues de NOAA ont mis sur la carte, qui sont des endroits qu'il faut surveiller. Et vous reconnaissez bien le talouette qu'il y a entre les 2 anticyclones, et bien sûr, l'énorme dépression qui est au large des États-Unis. Ça marche? On retrouve exactement tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur les courbes de niveau. Donc, pour retenir le satellite, c'est les images en temps réel que vous pouvez faire en animation. Donc, les 2 dernières heures, vous pouvez faire une animation. Et là, on voit très bien qu'il y a une mise en rotation. Là, ça tourne dans ce sens, mais en haute altitude, il y a des vents qui sont inverses. Parce que le vent est souvent à l'inverse en haute altitude. Donc là, on a l'impression que ça tourne dans ce sens, c'est parce qu'ici, il y a un jet stream. D'accord? Et donc ici, on s'aperçoit que cette masse de nuages, dessous, il ne fait vraiment pas beau et il faut surveiller parce que ça a tendance à se diriger un petit peu vers nous. Il est prévu que ça passe au-dessus quand même. Ça va pour la météo? Vous comprenez un tout petit peu mieux la manière dont on peut interpréter les choses? Ouais, c'est compliqué quand même.
Oui, j'avoue que c'est Ouais, compliqué. c'est un peu compliqué. Ouais. C'est chaud, hein? Ah ouais. Ouais. Mais en fait, Ouais, si vous voulez moi, je trouve que comprendre c'est le bulletin compliqué. météo, vous êtes obligé de passer par là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas à chipoter. Sinon, bah, vous allez, le météorologue il va vous dire bah, il va peut-être pleuvoir, peut-être bien qu'il va pleuvoir, peut-être bien, puis vous n'allez jamais savoir exactement ce qui se passe. D'accord? Donc, un spécialiste de pleine nature, il suit en permanence, tous les jours, vous regardez un petit peu, ça vous permet de mieux comprendre, et puis vous regardez un petit peu la logique de tout ça. D'accord? Comment ça évolue, et ça vous permet de prévoir vos randonnées, quoi. Oui, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ah, il doit y avoir des questions, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y avait comme question sur la météo? Je suis en train de regarder ce que vous m'avez posé. Sur le chat, il n'y a rien de nouveau. En haut de l'appelé, une petite séance de crossfit, non, c'est bon. On dira que la météo, on verra aussi la physio. Ben ouais, on va passer à la physio maintenant. D'accord? Ok. On arrête avec la météo? L'article que je vais vous mettre sur le site concerne la météo de montagne. Et dans cet article, j'avais un peu résumé toutes les problématiques pour un accompagnateur ou un alpiniste sur la montagne. D'accord? La seule chose, c'est que maintenant, on a quand même des outils, on peut voir le radar en direct, et ça, c'est vraiment très, très pratique. On arrête avec la météo? À moins qu'il y ait une ou deux questions, mais... Non. Non, c'est bon. Ouais. Voilà, bon, vous avez plein de sites, vous avez plein de... Alors, ce site, il est un petit peu vieux, mais là, actuellement, on voit bien la l'onde tropicale qui est associée à la dépression qui arrive, par exemple. D'accord? Allez, j'arrête avec la météo, je passe sur autre chose. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer d'autre? Non, c'est bon. On a vu déjà tout ça. Alors, il y avait des choses à continuer sur la physio, et notamment, vous avez posé des questions par rapport à l'entraînement. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'un accompagnateur, c'est quelqu'un qui fait faire du sport à des gens. En fait, la randonnée, c'est un sport. Donc, il faut que vous ayez une culture et des connaissances par rapport aux impacts physiologiques, aux impacts sur le corps de l'activité. Donc, il y a des principes généraux à connaître. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on parle un tout petit peu de quelques-uns de ces principes. Alors, j'avais déjà commencé à en parler un tout petit peu, là, on avait fait 5 minutes. Dans les principes généraux qui régissent le fait qu'un être humain peut s'entraîner, le premier principe, ça s'appelle le principe de l'habilité. Alors, la labilité, ça s'écrit L-A-B-I-L-I-T-E. Je vais vous l'écrire pour ceux qui... La labilité, c'est le fait que notre corps, il va s'adapter. Si vous prenez votre voiture, vous cabossez votre voiture, vous la garez, vous revenez le lendemain, elle est toujours cabossée. On est bien d'accord. Elle n'est pas labile. Il faut le garagiste pour la réparer. Si vous faites un entraînement, vous vous faites mal physiquement, c'est fatigant et tout, vous êtes cabossé à la fin de l'entraînement. On est bien d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller au garagiste, il suffit de dormir, donc de récupérer, de se reposer, et hop, on se répare. Génial, super pratique. Donc ça s'appelle le principe de l'habilité. D'accord? C'est les capacités qu'a notre corps à s'auto-réparer. C'est de l'auto-réparation. Et le principe de base de l'entraînement, c'est de casser pour que la personne se répare toute seule, en lui donnant le temps de se réparer, donc un temps de récupération suffisant. Ça, si vous avez compris ça, on peut le mettre un peu à toutes les sauces, ça marche assez bien. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin pour comprendre les sous-tendus physiologiques de ce qui se passe réellement dans le corps. Après, on pourra tenir les filières, tout ça. Mais ce principe-là, c'est, si vous l'avez compris, il faut casser les gens pour qu'ils se réparent, pour leur laisser le temps de se réparer, ça s'appelle la récupération. Et si on les casse trop, on les casse, donc des traumatismes, donc c'est du surentraînement, ou alors on a généré des dommages, donc la personne a mal au genou, elle a mal au dos, etc. Et puis si on ne lui laisse pas assez de temps pour récupérer, quand elle va se réentraîner, elle va être encore plus cassée, et puis finalement, à la fin, ça finit par du n'importe quoi. Si on lui laisse trop de temps pour récupérer, ça ne va pas l'entraîner en fait, parce qu'elle ne fait pas assez de séances et on ne lui applique pas assez de charge. D'accord?
Alors, il y a un deuxième truc que vous pouvez mémoriser qui marche assez bien, c'est la fonction, le fait de faire fonctionner, améliore l'organe. L'organe. Je fais fonctionner mes muscles, je vais améliorer mes muscles. D'accord? Si je fais fonctionner mon cœur va s'adapter, va devenir meilleur, hein, plus performant, etc., avec un meilleur volume, etc. Donc, globalement, ce principe de l'habilité, ce principe d'amélioration, c'est un principe qui marche bien. La voiture, le garagiste, il va la réparer. Il ne va pas la rendre meilleure. Le sportif, quand il s'entraîne, non seulement il récupère, mais en plus, il devient meilleur. Donc, c'est plus que de la réparation. On parle de suradaptation, d'amélioration, de surcompensation. C'est-à-dire qu'après l'entraînement et après la récupération, la personne est devenue meilleure, plus maigre, plus musclée, plus puissante, etc., etc. OK pour ce principe? Alors après, le problème, c'est que si on est entraîneur et qu'on met ça à toutes les sauces, le problème, c'est que ça marche presque tout le temps, en fait. Il faut quand même essayer d'avoir une culture suffisante en termes de physiologie, de compréhension des fonctionnements du corps, pour se rendre compte pourquoi ça marche à toutes les sauces et pourquoi des fois, c'est un petit peu faux quand même. Okay. Donc le premier principe que je veux évoquer avec vous, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Donc en fait, on fait faire un exercice à une personne, on applique une charge de stimulation, et ça va épuiser les réserves, les substrats. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé un tout petit peu des filières qui permettent de refabriquer le carburant de base de l'organisme. Comment il s'appelle ce carburant de base? Et l'ATP, l'adénosine. ATP. Adénosine triphosphate. Je vous ai dit que l'adénosine triphosphate, on pouvait fonctionner une seconde avec, après on était en panne, donc il fallait la resynthétiser, la refabriquer. Et pour ça, l'organisme a plusieurs cartouches. La première cartouche, c'est la filière qui est la filière courte, qui s'appelle la filière créatine-phosphate. Je vous ai dit aussi que c'était bien de l'appeler comme ça. Il fallait plutôt éviter de l'appeler filière anaérobie lactique, sachant que c'est la même chose. Hein. Mais moi, je préfère créatine-phosphate parce que ça fait référence au fait qu'avec de la créatine-phosphate, on a de la dynamite, là, on peut refabriquer de l'ATP très, très vite. Mais ça concerne quoi? Des petits efforts, des efforts de 15-20 secondes. OK? Alors, pour un accompagnateur, vous allez me dire, bof, pas très important. Par contre, si vous passez de caillou en caillou en traversant un torrent, hop, 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 j'ai tapé dans ma créatine phosphate. D'accord? Ou s'il y a un petit passage qui est un peu raide et je force très fort pour passer, hop, je me tiens à des racines, tac, je monte, je suis dans la créatine phosphate. Okay? C'est-à-dire je développe une puissance qui est tellement importante que ça va nécessiter beaucoup d'ATP et donc je vais craquer mes bâtons de dynamite créatine phosphate. Et quand j'ai craqué ma créatine phosphate, il faut que je m'arrête pour me reposer, je suis essoufflé. Il me faut 20, 30, 40 secondes pour recharger ma créatine phosphate. C'est ce qui se passe quand vos clients passent un passage raide. D'accord? Eux, ils ne vont pas comprendre qu'il faut passer le passage raide doucement. Ils vont le passer vite. C'est technique, alors ils vont vite. Et c'est raide en plus, donc ça fatigue beaucoup. Ils vont arriver en haut et ils vont avoir besoin d'un peu de temps pour récupérer. Donc vous avez 2 consignes, vous, à leur donner. Et on y va doucement. Faites les pas les uns après les autres. Quand vous faites un grand pas, vous prenez un petit moment pour reposer. D'accord? Parce que vous avez craqué une partie de votre créatine phosphate. D'accord? En alpinisme ou en escalade, c'est clair et net. Hein. Quand on fait de l'escalade, on est très rapidement en créatine phosphate parce qu'on élève son centre de gravité très très fort et on est très vite essoufflé. Tous les passages raides en randonnée, il faut vraiment donner des consignes aux gens pour qu'ils y aillent doucement. Ils prennent le temps de poser leurs pieds, de poser leurs mains, etc. Et ils vont doucement. Parce qu'ils vont très vite être essoufflés. S'ils sont essoufflés, ils vont perdre un peu leur discernement, leur coordination, et ils risquent de se faire mal et de tomber. D'accord? On n'est pas dans l'escalade, hein. On est dans simplement un passage raide et glissant, technique, où il faut apprendre à aller doucement. Et les gens ne savent pas faire ça, ils vont accélérer quand c'est technique. Hein, ils vont sortir en courant d'un passage raide. Vous voyez bien ça, hein, ce qui se passe en général. Et puis après, on leur laisse du temps pour récupérer. Alors cette créatine, cette première filière, ça peut être par exemple un effort de 20 secondes, charge de stimulation de 20 secondes. On épuise les réserves, les substrats, donc la créatine phosphate, et au bout de 20 secondes, 30 secondes d'effort, il n'y a plus de créatine phosphate. Et on prend du temps de récupération, on souffle, on respire, on consomme de l'oxygène, et puis dans vos muscles, la créatine phosphate va se refaire,
Et on peut imaginer même qu'il peut y avoir une surcompensation, une suradaptation. Hein. Bon, ça, c'est des théories. Hein. Okay. C'est ça la surcompensation, en fait, c'est que l'organisme va s'adapter encore plus. Globalement, si vous faites un effort de 20 secondes très intense, vous avez craqué toutes vos cartouches de créatine phosphate et il vous faudra 50 secondes de récupération au repos. En marchant, il faudra 2 ou 3 minutes pour s'en remettre. C'est ce qui se passe quand vous avez un petit raidillon, que vous faites du trail et tout. Là, vous attaquez un petit peu fort dans le raidillon. Vous allez craquer votre créatine phosphate parce qu'on en a toujours en réserve. Et vous allez être très essoufflé. Vous allez avoir du mal à récupérer de ça. Il faudra aller doucement pendant un petit moment pour arriver à récupérer plusieurs minutes. D'accord? Si on est au repos, en 1 minute, on a quasiment tout récupéré. D'accord? Alors, certains de vos clients, à partir du moment où ils marchent 20 mètres, ils ont craqué leur créatine phosphate parce qu'ils sont tellement en mauvaise condition physique que dès qu'ils bougent, dès qu'ils font quelque chose, ils sont dans la créatine phosphate. Ils vont vouloir faire des pauses sans arrêt. Et ils vont être épuisés très rapidement parce que quand on a fait 10 ou 20 fois un effort de 20 secondes intense et qu'on s'arrête à chaque fois, eh ben, on n'arrive pas à fonctionner. C'est comme si un sportif de haut niveau, il faisait des séries d'entraînement très, très intenses. Donc, vos clients, la seule solution que vous avez, c'est de leur demander de ne pas taper dans leur créatine phosphate et de n'utiliser que leur puissance, on va dire, aérobie, et donc d'aller tout doucement. C'est-à-dire qu'un des premiers rôles de l'accompagnateur en montagne, c'est d'être devant et de donner le rythme en allant tout doucement. Je vous ai donné une astuce, moi je respire que par le nez, il faut que je sois en confort respiratoire total. Si j'ai le moins de sensation d'essoufflement en respirant que par le nez, eh ben, ça veut dire que je vais peut-être trop vite pour mes clients. OK? Donc, quand vous attaquez une rando, les 20 premières minutes, c'est ça. Hein. Ne leur demandez pas de craquer leur dynamique créatine phosphate. Vous essayez d'y aller mollo. J'avais une petite question. Oui. Donc, tu dis que la créatine phosphate se régénère au bout de 50 secondes. Enfin... Oui, quasiment complètement. Et au bout de 30 secondes, tu peux repartir. Les tennisman, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un échange qui dure 20-30 secondes. Après, ils tapent un peu la balle par terre, ils discutent avec le juge, ils traînent un petit peu et tout, ils se font engueuler par le juge parce qu'ils ont besoin de leurs 50 secondes pour récupérer, pour repartir à bloc. Quoi. Le tennis, c'est typique. Hein. Ils craquent leur créatine phosphate, ils ont besoin d'un petit temps de récupération. Quoi. Hein, et on leur donne juste le temps qu'il faut, 25 secondes entre les échanges pour synthétiser quasiment tout et repartir à neuf. Hein, ok, mais du coup, ça, on ne peut pas le répéter, par exemple, j'exagère, sur toute une journée. C'est-à-dire que... Si, pendant 4 heures. Pendant 4 heures d'un match de tennis, tu craques ta créatine phosphate et tu fais des petits sprints et tu t'arrêtes et tu récupères. Et pendant 4 heures, Nadal et tout, ils font des matchs où ils sont à bloc, ils font des échanges de malades. Au bout de 4 heures, ils continuent, ça fonctionne tout le temps. Sauf qu'en randonnée, il ne faut pas faire ça. En randonnée, il faut la garder, sa créatine phosphate. Il faut aller à une vitesse régulière qui correspond à la quantité d'ATP qui peut être fabriquée, refabriquée par la filière aérobie. D'accord. Donc, biologiquement parlant, on serait tous capables de faire un effort de plus de 4-5 heures. Après, c'est du mental, quoi, en fait. Non, là, attention, c'est pas la question que tu m'as posée. Ce que tu m'as dit, c'est est-ce qu'on est capable de faire un effort sur plusieurs heures à chaque fois en craquant sa créatine phosphate? Je te dis oui, les tennisman de haut niveau sont capables de faire ça. D'accord? Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que un être humain, c'est une machine à pouvoir faire des efforts de 6 ou 7 heures ou 8 heures. D'accord. Que faisaient les hommes préhistoriques le matin? Ils se réveillaient, ils s'étaient caillés toute la nuit d'ailleurs, ils ne devaient pas bien dormir. Ils sortaient de leur grotte et ils allaient à la chasse. Mais ils n'avaient pas de petit déjeuner. On est d'accord? Donc ils étaient ventre vide, pas de petit déjeuner, et ils partaient pour chasser, ou pour aller chercher des graines ou des baies. Et ça prenait du temps, ça. Donc des fois, pour arriver à trouver une bête ou réussir à chasser du gibier, c'était 8-10 heures. Toute la journée, ils chassaient et ils n'avaient pas toujours de quoi manger. Hein. OK? Donc pendant 8 ou 10 heures, ça a coupé là, on n'entend plus. 1, 2, 1, 2, vous me recevez? Nous, oui, Nico, mais Jean-Pierre Borel, ça a coupé. Ouais, on entend. On ne s'entend qu'entre nous. Mais en vrai, cette histoire de créatine phosphate, c'est dur quand même, parce que
hier, par exemple, j'ai fait une séance de fractionné. J'ai fait 15 fois 30 secondes de course. Ah ben, je peux te dire qu'au bout de la 15e, créatine phosphate ou pas, c'était chaud. Oui, mais c'est parce que, Frangin, il faut aussi que le temps de repos soit assez long, tu vois, Ouais, mais pour donner, C'est bon, ça revient. Ça est en train de revenir. de recréer de la créatine. ouais. Oui, Donc, mais l'exemple de la créatine, c'est pas. Mais après, là, tu rentres d'un autre côté aussi. Vous m'entendez là, c'est bon? C'est un entraînement aussi. Ouais, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé une connexion. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que cet exemple des filières et de la créatine phosphate, en montagne, en randonnée, on n'utilise pas la créatine phosphate. Vous ne l'utiliserez que sur un passage très technique, d'accord, un passage raide, etc. Mais vous ne l'utilisez pas. Ah, ça a coupé à nouveau. 1, 2. Et puis, ouais, J7, je voulais te dire, comme si tu sais, C'est l'organisme. passé, tirer. Mais seulement sur quelques secondes. Et puis après, il va se dire, merde, j'ai trop tiré, il va falloir du temps pour récupérer. OK? La filière de base, la filière en or et la filière des activités de pleine nature en général, c'est la filière aérobie. D'accord? Il faut être le plus souvent possible, vos clients, ils doivent ne pas sortir de la filière aérobie. OK? Maintenant, il faut que je vous parle un peu de la filière aérobie. Alors, il nous reste 10 minutes, d'accord? Je vous propose de commencer à parler un petit peu, puis vous expliquer un petit peu les bases de la filière aérobie. Ça marche? Oh, ok. Voilà. Après, sur les principes généraux de l'entraînement, si je vais vous, peut-être pendant 10 minutes, je vais continuer sur les principes de l'entraînement. Il y a un deuxième principe, il y en a plein de principes de l'entraînement, mais il y a un deuxième principe qui est le principe de fractionnement. Alors, vous allez me dire, quand je fais une randonnée de 4 heures, je marche pendant 4 heures. Donc, je fais un effort qui correspond à un plateau qui dure 4 heures pendant lesquelles je marche. Bon, de temps en temps, on fait une petite pause quand même, d'accord? Mais je n'ai pas besoin de récupération, en fait. Je fais mon effort, il n'est pas très intense, et pendant 4 heures, je marche, je consomme de l'oxygène, je marche doucement, je remets du sucre et de l'eau dans la machine en buvant et en mangeant, d'accord? Et puis, bah, ça se passe comme ça. Maintenant, se pose le problème de savoir si je veux devenir meilleur. Si je veux devenir meilleur, c'est-à-dire que si c'est 4 heures, c'est un trail de 4 heures. OK? Donc, si je veux m'entraîner pour devenir meilleur sur un trail de 4 heures ou être capable d'aller faire mes randonnées à une vitesse plus importante, il va falloir que je fractionne. Ça ne sert à rien de faire une randonnée de 5 heures pour être capable de faire une randonnée de 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez deux choses que vous pouvez avoir l'envie de développer. C'est sur un trail de 4 heures, je veux devenir plus rapide. Donc, je veux que le créneau qui correspond à mon effort il soit plus élevé. Ou le deuxième objectif d'entraînement que vous pouvez avoir, c'est de dire je voudrais être capable de faire des trails de 6 heures, mais à peu près à la même vitesse. Donc, d'un côté, on veut développer la puissance de ce qu'on est capable de faire. Et de l'autre côté, on peut développer, et on a envie de développer, la capacité, l'endurance ou la durée de l'effort. Ça marche? Donc, en tant que je veux m'entraîner ou je veux entraîner les gens, je vais partir de ce qu'ils doivent réaliser en compétition, ou pas en compétition, mais dans leur pratique pour devenir meilleurs. Et ensuite, on va se donner des objectifs. Je vous ai dit qu'un entraînement, c'était toujours lié à des objectifs, c'était toujours avec une finalité. Si on n'a pas d'objectif, ça ne sert même à rien de dire que on s'entraîne. On va faire de la rando, on va se balader et tout. Il n'y a pas d'objectif. On n'est pas dans du développement des capacités physiques. Et donc, il y a deux types d'objectifs qui sont soit je veux être plus rapide, soit je veux être plus endurant. Puissance ou capacité. Les deux concepts, vous les comprenez là, hein, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Donc, si je dessine mon effort, je fais ici un créneau, c'est ce que je fais en compétition. Après, si je veux être capable de faire un travail de 6 heures, alors que ça, c'est un travail de 4 heures, je vais répéter des efforts qui vont être, par exemple, de 1h30 ou 2 heures. Et puis, je vais prendre un petit temps de récup et je vais recommencer. Un petit temps de récup et je recommence. OK? Ça peut être une stratégie pour devenir meilleur, pour durer plus longtemps. OK?
La deuxième stratégie, c'est de dire je veux être plus rapide en compétition, et donc je vais faire des séries qui sont courtes, mais à une intensité plus élevée. Vous avez remarqué ici, ça s'appelle l'intervalle training. Mon effort, c'est de faire un trail à la vitesse du trail ici. Et bien, quand je vais m'entraîner, peut-être si je veux durer plus longtemps, il faudra que je m'entraîne moins vite et que je fasse des durées longues avec des récupérations et que je répète une durée totale supérieure à mon trail. Quand je veux faire un trail de 4 heures, je vais le faire à une certaine vitesse. Si je veux m'entraîner pour faire un trail de 6 heures, je vais m'entraîner plusieurs fois 1 heure ou 2 heures, d'accord, mais de manière moins intense et pendant très longtemps. C'est-à-dire je vais me mettre carrément 7 ou 8 heures d'entraînement sur le truc. Ça, c'est la théorie. Donc, on parle d'intervalle training, c'est-à-dire je prends mon effort, je fais un petit peu moins vite et puis je me débrouille pour faire des temps de récupération, mais faire plus longtemps. Ça marche? Vous comprenez le principe? Qu'est-ce qui a levé la main là? C'est moi. Après, ça parle à Yvan. En fait, ce que vous avez expliqué là, en fait, comme je suis entraîneur de foot, en fait, c'est endurance capa, endurance puissance, etc. Voilà. Ça parle à Yvan qui est entraîneur de basket. En fait. Ouais. Alors, dans chaque activité, les mots ne sont pas toujours bien utilisés. L'endurance, en escalade, j'utilise le terme de résistance. Vous comprenez bien que la résistance, ça fait référence à j'essaye de tenir plus longtemps dans quelque chose, quoi. L'endurance, c'est je deviens plus endurant. En escalade, il parle d'endurance de force. C'est-à-dire je vais être fort, mais longtemps. Donc, je vais endurer un effort qui nécessite de la force. Donc, en fait, on a des concepts, mais bon, l'important, c'est de comprendre à peu près ce qu'on met derrière, quoi. Et si vous prenez, il y a 60 ou 70 sports aux Jeux Olympiques, chaque entraîneur de chacun de ces sports a son petit vocabulaire, à sa manière. Puis il y a des modes aussi. Il y a des temps de mode où on parle de résistance, d'endurance de force, la résistance, avant, ça faisait référence à l'acide lactique. On est capable de résister à l'acide lactique, etc. Vous, il faut que vous vous débrouillez pour comprendre que c'est soit je dure plus longtemps, donc je deviens endurant, d'accord? L'endurance, le principe d'endurance, c'est plus longtemps, d'accord? Et puis, soit je deviens plus fort ou plus rapide, et là, on est sur de la puissance. OK? Alors, ça, c'est bien gentil, mais c'est plutôt pour des efforts un peu courts, quoi. Je veux faire un 1000 mètres en athlétisme, il faut que mon effort, c'est 3 minutes. Si je veux venir meilleur pour être capable de faire un 1500, par exemple, eh ben, il va falloir que je fasse des 1000 mètres, mais un petit peu moins rapide qu'en compète. Je prends des petits temps de récupération, et puis je répète ça. D'accord? Ça, c'est un principe de l'entraînement qui permet on appelle ça de l'intervalle training. On garde la durée d'effort, on baisse l'intensité, on répète. Alors, il y a une deuxième manière de voir les choses, c'est dire je vais faire de l'entraînement fractionné. Ben, je vais garder la vitesse de compétition, voire même un peu plus rapide, mais je vais faire plein de petits temps. D'accord? Par exemple, un trailer, il peut s'entraîner en faisant des efforts de 15 secondes. Il fait 15 secondes, il se repose un petit peu. 15 secondes, il se repose un petit peu. Mais il se repose quoi? 15-20 secondes, pas plus? D'accord? Et il fait ça pendant longtemps. Donc, on peut parfaitement s'entraîner à être puissant au niveau aérobie en faisant des séances d'1 heure où on fait des répétitions de 15 secondes. Ça marche, c'est efficace. Et en même temps, c'est assez divertissant. Parce que je ne sais pas vous, mais bon, moi j'aime bien la montagne et tout, mais bon, m'entraîner sur des choses, des efforts qui sont longs, c'est pas toujours évident. Moi, ce que je faisais à une époque, je le faisais souvent, c'est que je me faisais 1000 mètres positifs en montagne. Ou si c'était en Guadeloupe, on a du mal à faire 1000 mètres positifs, donc j'enchaînais plusieurs fois des traces qui font 400-500 mètres, d'accord? Et ce que je faisais, c'est que je faisais 15 secondes à fond, et puis ensuite j'y allais tout doucement pendant une petite minute, 40 secondes. Je repartais sur 15 secondes à fond. Et je faisais, alors globalement, j'avais la trotteuse de la montre, et je faisais 45 secondes en allant tout doucement en récupérant, 15 secondes à bloc. 45 secondes en récupérant un peu, 15 secondes à bloc. Ça peut être des thèmes d'entraînement. Vous faites 20 secondes, 40 secondes. D'accord? Et ce principe-là, pendant 1 heure, vous avez le cœur qui bat à pas loin de votre fréquence cardiaque maximum, d'accord? Et vous êtes en puissance aérobie. Et puis globalement, je vous ai dit qu'on pouvait consommer la créatine phosphate et la récupérer, ben, c'est un petit peu ça aussi. Je tape dans la créatine, je fais monter le cœur un peu au maximum, mais je ne vais jamais aller me polluer avec de l'acide lactique. C'est-à-dire que je suis capable de continuer cet effort pendant très longtemps. Donc là, on parle d'entraînement fractionné. OK? Ce qui veut dire que je vais faire
60 fois 15 secondes d'effort avec 40 secondes de récupération semi-active en marchant tout doucement. Oui, Thérèse? En fait, quand tu as présenté le fractionnement, je croyais que c'était le fractionné, en fait. Donc, la différence, c'est que les temps sont... Enfin, je ne vois pas trop la différence, du coup. Est-ce que c'est la durée qui est plus longue? Eh ben là, typiquement, ce que je te dis, c'est qu'on est sur 1h30 et je fais des fractionnés qui sont de 15 secondes. Ici, c'est 15 secondes, là, c'est 45 secondes. Voilà. D'accord? Et le fractionnement... Je travaille ma puissance aérobie. Donc, je vais carrément, peut-être même plus vite qu'en compétition. Donc, on peut même dire qu'on va avoir des créneaux qui sont même plus importants qu'en compétition. Je ne sais pas si j'ai ça quelque part. Et dans le fractionnement, c'est beaucoup plus long. Ça peut être des efforts d'une demi-heure. Enfin, je ne sais pas. Ah, bah, ici, le total de la durée de l'effort, ici, ça peut être 1 heure. Je te dis, il peut y avoir 60 fois 15 secondes. Ça, c'est 15 secondes. Ça, c'est 30, 35 secondes, 40 secondes de récup. D'accord? Parce que c'est idiot de s'arrêter. Moi, je continue à marcher tout doucement en récupérant pendant 40 secondes. Au lieu de faire 20 secondes arrêté, je fais 40 secondes. Et ça pendant 1 heure. C'est quelque chose qui est possible. Ça marche. Il y a certains entraîneurs qui font ça. Il y a des champions qui s'entraînent comme ça. D'accord? Oui, Nico? Oui, c'était juste pour dire à Thérèse que, enfin, vous allez me reprendre si je me trompe, mais ça dépend de ce qu'on veut travailler. Si par exemple tu veux travailler l'acide lactique, anaérobie lactique, eh bien là, tu ne vas pas faire 15 secondes 40, tu vas faire peut-être 30 secondes et puis, je ne sais pas, 1 minute de repos, tu vois. Ça dépend de la filière que tu veux améliorer. Voilà. On va être plutôt sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire un effort, tu vas le prolonger tellement et tu ne vas pas récupérer complètement. Et donc, ça va être de pire en pire. À chaque fois, il y aura plus d'acide lactique. Et au bout d'un moment, tu ne peux plus, quoi. D'accord? Mais là, en fait, on parle d'une série et tu vas faire, par exemple, 4 ou 5 fois 1 minute en allant plus vite que ce que tu fais quand tu fais du trail. Et donc, tu ne vas pas récupérer complètement. Tu vas faire des récupérations qui sont incomplètes, ce qui fait que ton corps n'arrivera pas à récupérer. À chaque fois, si on prend le taux d'acide lactique dans ton corps, parce qu'au bout d'un moment, tu vas finir par faire de l'acide lactique, et bien ce taux d'acide lactique, il va monter, et à un moment, tu ne pourras plus. D'accord? C'est épuisant, hein, c'est terrible ça. Et tu seras obligé de t'arrêter et de récupérer longtemps, 7, 8, 10 minutes. Ensuite, tu peux refaire une deuxième série. Mais je ne vous encourage pas à faire ça parce que l'acide lactique et les efforts en lactique, c'est pénible, c'est pas amusant, ça décourage les gens, on met du temps à s'en remettre et je ne suis absolument pas certain que ça serve à grand-chose pour devenir meilleur en trail ou en semi-marathon ou au marathon. D'accord? Donc, en fait, globalement, il vaut peut-être mieux être plus fort sur de la vitesse, on va dire, de base fondamentale, sur de la créatine phosphate, en faisant des efforts de 15-20 secondes, pas plus, d'accord? Prendre le temps de récupérer, ou au contraire, faire des efforts longs qui sont en puissance aérobie, mais c'est des efforts longs fractionnés. Vous pouvez faire des fractionnés de 15 secondes pendant 1 heure. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez le principe, la différence? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Vincent. Ouais, c'est ce que je voulais savoir en fait, faire le lien entre fractionné, aérobie, anaérobie, etc. Ouais. Donc en fait, ouais. Alors ce que je vous ai dit, c'est le DRIN. Je sais que vous l'affichez, ça. Je vous l'avais affiché. J'avais dû faire un visuel sur le DRIN. Globalement, de manière simple, parce qu'après on peut compliquer beaucoup. Je ne sais pas où c'est. Il aurait fallu que je prépare spécifiquement ça. J'ai un petit diaporama. Attends, je vais vous trouver le diaporama parce que ça serait quand même pas mal de pouvoir répondre. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 1 heure et je retrouve le diaporama pendant la pause déjeuner. D'accord? Et on rattaque là-dessus. Parce qu'en fait, il y a 4 paramètres principaux, si on veut être très simple, hein, parce qu'on peut compliquer beaucoup les choses. Mais il y a 4 paramètres principaux qui caractérisent une charge de travail pour pouvoir devenir meilleur physiologiquement. Et donc, ce que je voudrais, c'est sortir les diapos qui expliquent ça de manière un peu plus claire. D'accord? On se donne rendez-vous vers 13h? Ok, super. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Et puis, bon appétit à tous. Et vers 13h, on se retrouve.
Hugo avait une question, je crois. Ouais, je ne sais pas si, Ouais, si ben, je peux répondre en quelques secondes. Je pourrais Tu la la poser poses tout à l'heure. sinon. Ouais. Tu t'en rappelles Allez, bien, ça on va. fait comme ça. Pas Ok, de souci, à super. tout. Allez, bon appétit à tous. À